demander à Manon Bry, que vous connaissez certainement, députée européenne pour la France Insoumise et présidente de la gauche européenne, de me rejoindre. Et un petit tonnerre d'applaudissements parce qu'elle s'est vraiment pris du temps pour venir me rejoindre. Bonjour à tous et merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je voulais d'abord vous dire que j'étais honorée et en même temps émue d'être là. Vous le savez sûrement, je suis née et j'ai grandi à Fréjus. Et c'est la première fois que je reviens dans un meeting depuis que je suis députée européenne. Et quand j'ai grandi ici, il y a même ma nourrice qui est là dans la salle et qui m'a vue évoluer ici. Et quand j'avais participé à mes premières manifs à Fréjus-Saint-Raph, quand pour la première fois on s'affrontait aussi à l'extrême droite, parce que l'anecdote veut que David Rachlin, je le connais particulièrement bien parce que j'étais au lycée avec lui, et que c'est ma génération qui aujourd'hui se retrouve aux commandes d'une ville et qui l'amène droit dans le mur. Et c'est vrai que j'ai un pincement au cœur tout particulier à revenir ici parce que forcément je suis attachée à cette ville, mais à revenir ici parce que une des raisons de mon combat en politique est précisément de combattre pied à pied l'extrême droite. Et s'il y a une ville où le combat contre l'extrême droite doit être mené, c'est bien ici à Fréjus, qui est la plus grande ville actuellement gérée par le Rassemblement national. Alors c'était la première chose que je voulais vous dire en venant ici, que vous savez, j'ai fait des meetings avec des centaines de personnes devant moi pendant les élections européennes, mais je suis presque plus émue d'être là devant vous, d'être devant ma famille, d'être devant des gens avec qui j'ai grandi et qui, sans doute, en me voyant grandir, n'auraient pas forcément pensé qu'un jour j'allais me retrouver ici devant vous et en même temps à la tribune du Parlement européen. Je dis ça parce que plusieurs d'entre nous l'ont dit. Marion, tu l'as dit, tu n'avais pas prévu d'être numéro 2 sur la liste. Julien, tu n'avais peut-être pas prévu d'être tête de liste pour ces élections. Et à tous ceux qui s'engagent, en fait, c'est aussi ça, faire vivre la politique à gauche. On est des citoyennes et des citoyens représentatifs de la diversité de la ville. On n'avait pas forcément prévu de s'engager en politique. Laura, que je vois ici, aussi en sait quelque chose parce qu'elle fait partie des gens qui ont contribué à me convaincre. Et mon histoire, c'est la même que beaucoup des personnes qui sont ici. S'il y a 2 ans, vous m'aviez dit que je serais députée européenne, je vous aurais ri au nez. Et puis, comme beaucoup, j'aurais dit que la politique, c'est pas fait pour moi. La politique, c'est le truc des gens qu'on voit à la télé. La politique, c'est le truc des gens qui vous racontent des bobards. La politique, c'est le truc des gens qui essaient de vous embrouiller et finalement qu'on ne croit plus vraiment. Et moi, je faisais partie de ces gens-là qui étaient assez politisés parce que je travaillais dans le secteur associatif pour lutter contre l'évasion fiscale et les inégalités, mais je me disais pas que la politique, c'était le truc qui était fait pour moi. Et puis, quand on m'a approché pour être tête de liste pour les élections européennes, au final, je me suis dit que la même raison qui me poussait à rejeter ce monde politique était la raison qui devait aujourd'hui pousser à m'engager, parce que j'avais l'opportunité justement de changer ces personnels politiques, de changer la façade de la politique, de ce pourquoi aujourd'hui plus de la moitié des gens ne s'intéressent même pas à la vie politique et ne vont même pas voter. Et je vous raconte toute cette histoire pas parce que je suis d'ici ou autre, mais je voudrais m'adresser à tous ceux ici dans la salle qui n'avaient peut-être pas envisagé d'être candidat et qui se retrouvent candidats. C'est ton cas, Marion, je sais que c'est le cas de beaucoup d'autres gens sur cette liste. Et je voudrais aussi m'adresser tout particulièrement à celles et à ceux qui ne sont pas candidats cette fois-ci, mais qui le seront peut-être à d'autres élections. Ici, j'en suis sûre, sommeillent dans cette salle de futurs maires, de futurs députés. Et je voudrais particulièrement m'adresser aux femmes qui sont bien trop souvent trop peu représentées dans les instances politiques. En France, désolée pour toi Julien, mais il n'y a que 17% de femmes maires. On sait à quel point c'est une bataille à chaque fois pour convaincre les femmes d'être présentes sur des listes, que ce soit pour les élections municipales. Ça a été la même chose pour nous, pour les élections européennes. Alors je voudrais le dire, oui, la politique, ça fait peur. Oui, la politique ne fait pas rêver. Et elle ne me faisait pas rêver. Et franchement, aujourd'hui encore, il y a des matins où je me lève et je me dis que, la politique, c'est toujours pas fait pour moi. Et quand je les vois, et on va en parler dans un instant, quand je les vois
regardaient avec tant de dédain, de mépris. Quand je dis ils, je parle bien sûr d'une certaine classe politique. Je me dis que j'appartiens pas à cette famille-là. Et que, vous savez, quand j'ai débarqué au Parlement européen, juste après être élue, et que à l'accueil là, des nouveaux députés, on m'a prise pour une assistante, parce que oui, j'ai débarqué avec mon jean et mes baskets, que j'avais moins de 30 ans, que j'étais une jeune femme, c'est vrai, je ne correspondais pas aux stéréotypes des députés européens. Et je me dis qu'au contraire, charge à nous de reprendre le pouvoir, de se réapproprier les codes politiques, de réentrer le monde politique. Et que la pire des choses, ce serait de les laisser gagner. Que la pire des choses, ce serait que justement, ce soit les mêmes, soit les 50 nuances de libéralisme, soit l'extrême droite et David Rachlin en tête, qui prospèrent sur ce rejet du monde politique. Et de leur dire que non, il ne tient qu'à nous de nous réapproprier les codes politiques, de nous réapproprier le monde et les outils politiques. Et c'est, je crois, ce que vous faites avec cette liste d'Union de la gauche et des écologistes. Et pour ça, déjà, c'est une source d'espoir. Parce que non, la politique n'est pas réservée qu'à des professionnels. La politique n'est pas réservée qu'à ceux qui sont là depuis toujours. Je vous l'ai dit, j'avais jamais envisagé de faire de la politique. Et j'envisage pas non plus d'en faire toute ma vie. Je crois que la politique, c'est une fonction à un moment donné, et à aucun moment, ça doit devenir un métier. Et Dieu sait, pourtant, que pour beaucoup d'entre eux, tant du côté du Rassemblement National que de la République En Marche, c'est un métier. Alors on est aussi là ce soir pour se dire que la politique nous appartient et qu'on veut enfin et collectivement reprendre le pouvoir. La deuxième chose que je voulais vous dire, rassurez-vous, il n'y en a que 3. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que forcément, pour moi, c'est une émotion d'être là en tant que toute jeune nouvelle députée qui a grandi ici. Mais c'est une double émotion que de venir mener la bataille avec toi, Julien, et avec vous tous contre le Rassemblement national. Alors j'ai cette petite histoire personnelle avec David Rachlin. Je vous en parlais un petit peu après, à tel point qu'il m'a même traîné devant les tribunaux. Mais le Rassemblement national, pour moi, aujourd'hui, c'est l'espèce d'idiot utile du pouvoir en place. Et l'alternative qu'on nous propose, et d'ailleurs on le voit à quel point Emmanuel Macron essaie de construire ce duo, cette fausse alternative entre l'extrême droite et la République En Marche, finalement entre l'extrême marché et l'extrême droite. On a un rôle à jouer pour déconstruire aujourd'hui ce qu'est l'extrême droite. À l'heure où peut-être que l'extrême droite pourrait arriver aux portes du pouvoir en France, on a une expérience très concrète ici à Fréjus. Oui, à Fréjus, on sait ce que c'est l'extrême droite. L'extrême droite, elle est antisociale. C'est 2 centres sociaux qui ont été fermés sur les 3 par David Rachlin. L'extrême droite, on sait aussi à quel point elle est anti-écologique. David Rachlin, c'est le maire bétonneur de la France. C'est l'agent quasiment du BTP. C'est plus de 48 milliards d'euros qui ont été vendus de patrimoine public. Bref, c'est la vente de notre patrimoine public à la découpe. Et on le sait d'autant plus, et je sais que certains ici dans cette salle ont mené la bataille pour la base nature. Alors j'ai aussi un attachement tout personnel à la base nature, comme beaucoup ici qui ont dû grandir dans les parages. J'ai fait du vélo et joué à la base nature, ma mère est là pour en attester. Et forcément quand on voit ce lieu, on se dit on ne peut pas se résoudre au fait de le transformer en un aquarium, un espace festif et une boîte de nuit. Que cette zone doit, et plus que jamais, doit préserver à la fois, doit rester à la fois une zone naturelle, puis aussi une zone conviviale. Et d'autant plus que la base nature est quand même tout juste sur les rivages, bétonner la côte, plus dans un contexte de changement climatique et d'affectation particulière de cette zone, on peut s'interroger sur la stratégie qui voudrait continuer à construire sur notre littoral. Mais on sait que tout ça, en réalité, c'est une stratégie bien connue de David Rachlin, des espèces de petits arrangements entre amis, parce qu'on le sait que tout ça contribue à enrichir certains de ses amis, promoteurs immobiliers ou investisseurs, qui sont prêts à profiter de cette vente du patrimoine à la découpe.
On l'a vu d'ailleurs avec sa délégation de service public pour les gestions d'événements culturels et des festivités, confiée, comme par hasard, à la patrouille des événements gérée par un ex-militant d'un groupe néo-nazi. Donc, je vous l'ai dit, on a une extrême droite antisociale, anti-écolo, mais aussi anti-démocratique. David Rachlin n'est pas celui de la démocratie participative comme le Rassemblement national veut parfois nous faire croire. Combien de consultations publiques ont été menées par ce maire sur les 6 dernières années? Aucune, zéro. Aucune voix passée aux citoyens. Et à l'inverse, c'est une stratégie bien connue de museler son opposition. En ça, il ferait une bonne alliance avec Emmanuel Macron. On va revenir dans un instant sur le 49.3, mais c'est ces méthodes où, dès que vous dites un mot d'opposition, c'est sa vision de la démocratie, alors vous êtes muselé. David Rachlin, c'est aussi 700 000 € dépensés sur les frais publics, sur vos impôts, mesdames et messieurs, pour poursuivre et mener des procès à tout va contre à peu près tout le monde, toute voix qui s'élèverait pour dénoncer précisément le bilan du Rassemblement national. Moi, mais j'en suis pas la seule, en effet, les vrais. Parce que, comme beaucoup, j'ai posé la question sur la stratégie de la vente de la base nature, hein, et en m'interrogeant sur qui elle pourrait bénéficier, à qui elle pourrait profiter. Pouf, procès. Comme d'autres ici, je sais, qui ont fait l'objet de procès. Le comité de la défense des intérêts de Fréjus-Plage a été viré de son siège. Je sais à quel point ils ont été menacés. Je sais à quel point ils ont mené la bataille. Et que la résistance finalement contre l'extrême droite, elle se mène sur le terrain, elle se mène contre ces mauvais projets qui sont ceux de l'extrême droite. Et puis je pense aussi à quelques mots qui avaient été proférés par David Rachlin à une de ses opposantes. Ferme ta gueule, mêle-toi de tes fesses. Je reprends évidemment ici ces mots. Voilà aujourd'hui sa vision de la démocratie. Et en l'espèce, le ferme ta gueule, finalement, il pourrait se retrouver assez bien avec la République en marche. Parce que dit la République en marche et le pouvoir en place au niveau national à l'heure actuelle, c'est exactement la même chose. Le pouvoir aujourd'hui d'Emmanuel Macron dit ferme ta gueule. Il dit ferme ta gueule à la majorité des syndicats opposés à la réforme des retraites, à la majorité de la population opposée à la réforme des retraites, au Conseil d'État qui alerte sur la réforme des retraites. C'est cette même vision de la démocratie qui atteint dans une certaine mesure des limites quand les seuls outils parlementaires qu'il nous reste, même ne serait-ce que déposer des amendements, eh bien, c'est plus le cas depuis, et vous l'avez suivi, depuis ce week-end et cette mesure attendue, mais finalement, quand même dans les pires moments de la démocratie, ils arrivent à nous surprendre avec l'utilisation du 49.3 sur la réforme des retraites. Je dis ça parce que, vous l'avez peut-être vu, à la base, le Conseil des ministres qui a décidé sur le 49.3 sur la réforme des retraites, il devait porter sur le coronavirus. Alors il y a quand même un moment important aujourd'hui qui doit célébrer l'unité de notre pays pour lutter contre une épidémie qui est certes importante, mais qui aujourd'hui a des effets qui restent encore à mesurer, à suivre et qui doivent nous permettre de lutter, opposition et majorité comprises. Et puis leur cynisme atteint un tel point de paroxysme que quand vous voyez à l'agenda du Conseil des ministres la seule épidémie coronavirus, et quelques heures plus tard, vous avez Édouard Philippe qui débarque à l'Assemblée nationale pour annoncer le 49.3. Et donc, le 49.3, c'est en tout point représentatif de leur vision de la démocratie. Ils ont utilisé le LBD, vous savez, cette arme dans la rue contre les manifestants. Aujourd'hui, ils ont trouvé son nouvel outil parlementaire, le LBD parlementaire avec ce 49.3. Alors, ils justifient l'utilisation de ce 49.3 qui clôt l'ensemble des débats parlementaires à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Ils le justifient de plusieurs manières. D'abord, ils nous disent on a passé trop de temps à débattre sur cette réforme des retraites. C'est Monsieur Legendre, président du groupe de la République En Marche à l'Assemblée nationale, qui le dit. Et puis,
quand vous regardez un petit peu en fait en pratique, il y a eu 117 heures de débat sur 13 jours sur cette réforme des retraites. Ça fait à peu près 8 heures par jour. Il y a pire comme travail. Et puis, à ceux qui veulent nous faire travailler jusqu'à 67 ans, ils nous disent qu'ils ont trop travaillé d'étudier cette réforme. Mais de qui se moquent-ils? Et puis quand on continue à regarder de plus près, ils nous disent oui, on a passé trop d'heures. Ah oui, alors on regarde les autres réformes. Dans le passé, la précédente réforme des retraites, c'était 157 heures de débat. Là, on en était à 117 heures. Je vous parle même pas du nombre d'amendements qu'il y avait pu avoir, par exemple, sur la privatisation de GDF à l'époque, qui avait recueilli beaucoup plus d'amendements au moment de l'étude du projet de loi. Et ils nous disent, oui mais la France insoumise, vous confisquez les débats, vous faites de l'obstruction parlementaire. Vous savez, sur ces 117 heures de débat, combien la France insoumise a pris la parole? À peine 15 heures. 15 heures qui ont par ailleurs été utiles, qui nous ont permis de lever des lièvres sur cette réforme. Par exemple, le fait que la pension à 1 000 € n'existait pas, qu'il nous avait promis, que l'indice de revalorisation du point n'existait pas non plus et que c'était un indicateur à créer. Voilà à quoi ont servi les débats parlementaires. Voilà pourquoi on a besoin d'une opposition forte et ferme à l'Assemblée nationale. Et voilà pourquoi, juste par hasard, ils arrêtent précisément le débat parlementaire juste au moment où nous allions débattre sur le niveau du point et sur la valeur du point. Alors, je crois que la stratégie du gouvernement était très claire. Il voulait arrêter la discussion à la fois parce que on arrivait sur le cœur du sujet et qu'on allait continuer à révéler à quel point nous allons toutes et tous perdre, toute génération confondue à cause de cette réforme des retraites, mais aussi finalement que la majorité allait perdre des plumes parce qu'il ne se passait pas une semaine sans qu'un député quitte la majorité. Et le 49.3, vous savez, c'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui en parle le mieux, parce qu'il avait parlé du 49.3 avant d'être Premier ministre, bien sûr, comme un outil contre sa propre majorité. Voilà, ils ne respectent même plus leur propre majorité. On a un monarque républicain qui gouverne seul contre les syndicats, seul contre sa population, seul contre tous, seul contre son opposition et maintenant seul contre sa propre majorité parlementaire. Pourquoi je vous parle de tout ça dans le cadre d'une élection municipale? Juste avant de faire ce meeting, il y avait une interview de France 3 et ils m'ont dit c'est bien d'unir la gauche et les écologistes, mais pourquoi vous unissez pas à la droite? Pourquoi vous unissez pas à Madame Fratch, à Monsieur Bonnemain, à Monsieur Michel? Pourquoi vous vous alliez pas avec eux? J'ai envie de leur dire, et c'est ce que je leur ai répondu d'ailleurs, quelle est leur position par exemple sur la réforme des retraites? Quelle est leur vision démocratique des choses? Soutiennent-ils l'utilisation du 49.3 par le gouvernement d'Emmanuel Macron? La réponse est oui. Elle est très claire. Et qu'aujourd'hui, la seule opposition sociale et écologique, elle se trouve ici dans cette salle, représentée par cette liste de Julien Toussaint. C'est pour ça que face à ce 49.3, il n'y a qu'une réponse, puisqu'ils refusent de nous entendre dans la rue, puisqu'ils refusent d'entendre les syndicats, puisqu'ils refusent même de répondre à notre demande de référendum. Parce que oui, en démocratie, quand on a une question aussi importante que la question des retraites, de notre système de protection sociale issu de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous ne pensez pas que la moindre des choses, quand un débat divise autant le pays, alors en démocratie, il existe un outil, c'est le référendum. Et que pensent les autres listes? Que pensent-ils? Que sont-ils prêts à demander, à proposer? Que sont-ils prêts à défendre en matière d'outils démocratiques? Sont-ils prêts à soutenir avec nous le référendum? On sait très bien et on connaît très bien la réponse. Alors, face à ça, je pense que la seule réponse qui peut être la nôtre, le seul outil qui nous reste, c'est avec notre bulletin de vote le 15 et 22 mars. Non seulement on fait aussi opposition ici au Rassemblement national, mais aussi à la droite d'Emmanuel Macron, aux 50 nuances de libéralisme qui sont ici proposées dans les différentes listes qui se présentent face à vous. Et finalement, notre meilleure réponse, c'est une forme de 49.3 citoyen avec
avec une vraie alternative écologique et sociale pour ces élections. Parce que, un mot pour finir là-dessus. Vous savez, la droite et l'extrême droite se retrouvent précisément aussi sur ce point. Bizarrement, vous savez, Marine Le Pen, on ne l'a quasiment pas entendue pendant cette réforme des retraites. Elle se cache. Allez demander, tiens d'ailleurs, ce qu'il pense à David Rachlin de cette réforme des retraites. Allez demander à l'extrême droite. Parce que la droite et l'extrême droite sont aujourd'hui ensemble contre les droits sociaux. Parce que à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron comme Marine Le Pen, l'extrême droite comme la droite, aujourd'hui défendent en fait quasiment les mêmes positions. Alors si l'extrême droite est l'idiot utile du gouvernement, c'est aussi pour ça qu'il nous faut une alternative forte, qui soit claire, sans compromis possible, sans compromission même, j'oserais dire, pour défendre les droits sociaux du niveau local au niveau national. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes qui ferment les centres sociaux à la gamelle, ce sont les mêmes qui sapent notre modèle de protection sociale au niveau national. Alors, je voulais terminer sur une chose. Sur une petite chanson, pour ceux qui le connaissent, un groupe qui est du Sud, sur Sinseminia, qui a une chanson que j'aime beaucoup, qui dit « La flamme a grandi, grandi, et dans trop d'endroits, le feu a pris. Et à Fréjus, plus qu'ailleurs, le feu a pris. Mais vous avez une très très belle équipe de sapeurs-pompiers aujourd'hui qui sont prêts à aller éteindre le feu. Alors j'espère qu'avec eux, vous allez les soutenir et faire campagne chaque heure, chaque jour, dans chaque bar d'immeuble, d'aller voir vos voisins, d'aller convaincre tout le monde. Parce que oui, l'extrême droite, comme l'extrême marché, ne sont pas une fatalité et qu'on peut y opposer une alternative. Et je suis très fière aujourd'hui que cette alternative soit portée par Julien et toute la